Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Depuis 2020, le monde fait face à des crises sans précédent, impactant fortement notre quotidien, tant personnel que professionnel. Avec le Covid et le conflit Ukraine-Russie, le secteur bancaire n'est pas en reste et doit lui aussi faire face à de nombreux changements. Entre défis réglementaires et organisationnels, comment les crises sanitaires et géopolitiques impactent les risques ? Pour répondre à cette question, je reçois Laetitia Goulias, associée et responsable de notre pôle risque et modélisation. Bonjour Laetitia. Bonjour Julia. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce nouvel épisode de CMG Raconte. Alors aujourd'hui, on va parler des crises qui nous ont impactés sur ces dernières années. Et je te propose de commencer par nous expliquer un peu comment ces crises, donc celle du Covid et la crise de la guerre en Ukraine qui est plus récente, impactent la gestion des risques en banque de financement. Merci Julia de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. C'est vrai que ce sont deux crises en fait qu'on a vécues tous individuellement en tant que particuliers, qu'on continue d'ailleurs de vivre, tout comme les BFI sont directement confrontés aux risques liés à la crise du Covid et en ce moment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc les départements risques, en fait, ils vont être impactés. C'est vrai que je vais parler plus précisément des départements risques, étant responsable du pôle risque chez CMG. Ils vont être impactés sous 3 axes majoritairement. Sous un axe financier, l'axe le plus évident, les mouvements des marchés financiers qui réagissent aux crises, bien évidemment. Sous un axe réglementaire, comment évoluent en fait les réglementations, y a-t-il eu des adaptations, et puis sous un pan également beaucoup plus opérationnel, sous un pan organisation, humain et impact IT au sein des banques. Pour commencer sur l'impact marché, c'est évident pour tout le monde en fait que les marchés fluctuent en fonction des crises. Les marchés, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, ça représente en fait le niveau de confiance des investisseurs dans l'économie. C'est réglementé par les autorités financières et ça répond tout simplement au principe de l'offre et de la demande. Donc si l'offre diminue, les prix vont augmenter et si la demande, elle par contre, diminue, les prix vont baisser. Donc les marchés financiers ne sont qu'une réaction en fait à l'environnement géopolitique qui nous entoure ou aux évolutions sanitaires comme on l'a vécu au travers de la crise Covid. De façon très pragmatique, on est tous impactés par le prix de l'essence à la pompe. Ça résulte en fait d'une forte augmentation du prix des matières premières. Donc les BFI, tout comme les particuliers, sont impactés en fait par ces mouvements de prix. Le pétrole a pris plus de 35% depuis le début de l'année. C'est colossal, en fait, en termes d'augmentation. On va avoir également les taux qui étaient historiquement bas depuis plusieurs années, qui remontent plus dernièrement, et on voit que le niveau de l'inflation atteint des records. On est en projectionnel sur l'année 2022 sur des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis le milieu des années 80. Donc on est vraiment sur des niveaux records. Donc nous, on le voit. Sur nos courses au quotidien, on voit que le panier, si on va faire les mêmes courses en fait entre juin 2021 et aujourd'hui, on va avoir le coût du panier qui aura fortement augmenté. Les BFI, elles sont comme nous en fait, elles sont impactées par également ce taux d'inflation, les taux, les mouvements, les hausses des prix des matières premières. Pourquoi ? Parce que on va valoriser en fait ce qu'on appelle des position. Alors je vais essayer d'utiliser un jargon qui soit le moins technique possible, mais globalement les BFI vont prendre ce qu'on appelle des positions sur le marché. Donc on l'a dit, en fait les prix sont une évolution en fonction de l'offre et de la demande. Donc le nerf de la guerre des BFI, c'est le prédictif. Donc les BFI, en fait, quand elles prennent position sur le marché, elles font quelque part des paris sur l'avenir. Le nerf de la guerre, c'est évidemment d'avoir un prédictif qui soit le plus proche de la réalité et de valoriser au plus proche du marché dans un temps record. Donc c'est là où on va voir, dans le domaine des risques, 2 impacts majoritaires. On va avoir les analystes risques qui ont à charge au sein des départements de certifier, donc c'est-à-dire analyser et valider au jour le jour l'ensemble des métriques de risque de la banque
On va parler de métriques de risque, on va parler de résultats, de PNL de la banque, on va parler de stress test sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, puisqu'ils ont été fortement impactés en fait par justement ces crises. Donc quand on est dans un environnement marché particulièrement dynamique, comme on le vit en fait depuis quelques mois, ça demande en fait un niveau d'analyse et de vigilance particulièrement accru, puisqu'il faut savoir expliquer l'ensemble des variations et au trading également, évidemment, d'ajuster leur position en fonction des mouvements marchés. Mais là, pour rester focus vraiment sur les départements risques, ce sont des demandes analytiques, on va dire, plus complexes, vraiment exigeant un niveau d'analyse beaucoup plus poussé que dans un environnement marché assez stable. Mais tu parlais du prédictif tout à l'heure. Comment on peut prédire une crise sanitaire comme celle qu'on a eue, qui a duré quand même 2 ans, enfin qui dure encore, et comment on peut prédire... Alors je pense que la guerre, peut-être le conflit Ukraine-Russie a pu être prédit un peu plus en amont, mais comment on peut prédire la crise sanitaire par exemple ? Mais c'est une très bonne question, c'est extrêmement compliqué. Si on savait lire ce qui se passerait demain, on serait beaucoup plus confortable en fait pour mettre des garde-fous dans tous les sens. La façon dont on a subi la crise sanitaire à un niveau particulier montre bien la difficulté de cette prédiction. Si on revient ne serait-ce que pour l'affaire des masques, c'est une représentation très pragmatique en fait de la difficulté de prédire ce qui va nous arriver demain. Pour se revenir quelques années en arrière, on parlait du too big to fail, donc le fait que tout ne peut pas arriver. On peut revenir aux taux négatifs. Les taux négatifs, c'était quelque chose d'impossible à arriver et il s'avère que c'est arrivé. L'écroulement de grandes institutions financières ou de banques, donc le fameux too big to fail, était impossible jusqu'à ce que ça arrive. Le confinement était impossible jusqu'à ce que ça nous arrive. Donc finalement, il en ressort que rien n'est impossible. Donc, comment prédire ? C'est évidemment s'intéresser à ce qui se passe de façon worldwide, même les informations qui semblent mineures et qui semblent particulièrement éloignées, puisque c'était le jeu, ça se passe en Chine, c'est beaucoup trop loin pour que ça nous arrive. Le fameux impact frontières qui sont absolument pas des frontières physiques et qui montrent bien que tout peut s'étendre à un niveau mondial avec une vitesse absolument hallucinante. Donc c'est pas impossible, mais c'est extrêmement compliqué et c'est tout le nerf de la guerre justement des investisseurs de deviner ce qui se passera demain. Et justement, je fais une transition sur ta question, à savoir les autres équipes risques qui vont être impactées sont les équipes modélisation, justement, dessus. Parce que ce qu'on appelle la modélisation, ça va être la représentation mathématique pour valoriser, pour calculer le prix d'une position sur le marché. Donc ce sont souvent des modèles assez complexes qui ont à charge de calculer en un temps record et de façon la plus précise possible que vaut à un instant T une position, un produit qui a été pris sur le marché. Ça doit être effectif quelles que soient les conditions de marché. Donc quand les modèles sont écrits, ils sont écrits à une vision marché telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue. Donc les modèles mathématiques vont être écrits en fonction de ce qui s'est déjà passé, de la prise en compte des crises passées, de la prise en compte de la situation actuelle, mais beaucoup plus difficilement de la prise en compte de ce qui peut se passer demain. Et les modèles doivent être capables de donner un prix exact, quelles que soient les conditions de marché, même en cas de stress très fort, comme on peut le vivre lors de la crise Covid ou lors de la crise en Ukraine. Et donc c'est une autre équipe qui est impactée, qui se doit en fait de revoir ces fameuses formules mathématiques, représentations mathématiques des prix des options, fonction de toutes les évolutions du marché et donc des crises qu'on traverse. Tu parlais tout à l'heure d'un pan réglementaire face à ces crises-là. Quels ont été les impacts réglementaires, justement ? Alors, très bonne question. Les impacts réglementaires ne sont pas moindres pour les équipes risques qui, elles, sont toujours à l'écoute et directement impactées par les évolutions réglementaires. On parlait de la certification des métriques de risque et en l'occurrence des stress tests. Un stress test, en fait, c'est un exercice mettant en situation de stress l'environnement marché que l'on vit de façon fictive, voire de façon prédictive, pour challenger, en fait, la robustesse des institutions financières. Donc, c'est les mettre
en situation de stress pour voir comment elles résistent en fait à une crise quelle qu'elle soit. Les stress tests, en fait, un petit rappel historique, les stress tests, ils ont été mis en place en 2004. C'est hyper récent, en fait. Oui, c'est pas si vieux que ça, en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça, les stress tests. En fait, on en entend parler, c'est vraiment l'un des exercices assez récurrents, puisqu'ils ont lieu tous les 2 ans. Ils sont effectués par une 50aine de banques tous les 2 ans. Ils ont été mis en place en 2004 suite aux accords de Bâle II, pour pouvoir challenger et avoir un peu plus d'informations sur la représentation interne des modèles risques des banques, en fait. Les banques développant leur propre modélisation des risques pour calculer les besoins en capital, donc les besoins en fonds propres, pour pouvoir résister à toute situation de stress quelle qu'elle soit et ne pas avoir affaire à un appui en fait de l'État, comme ça a pu être le cas historiquement et de façon très indirecte par la population au travers de leurs impôts. L'idée est que les banques montent carte blanche en fait sur leur faculté à résister à différentes situations de crise. Donc les superviseurs ont demandé à disposer d'outils de stress pour vérifier la robustesse de leur fameux modèle. Donc on parlait de stress tests et de leur impact suite aux crises. Le premier impact qui a eu lieu, c'est que les stress tests devaient avoir lieu en 2020. On a dit qu'ils avaient lieu tous les 2 ans. Suite à la crise Covid, ils ont été postponés d'1 an. Donc le BA, en fait, a décidé de postponer d'1 an l'exercice des banques qui devaient déjà faire face en situation réelle à une situation de crise. Donc c'était une question de priorité, c'était déjà affronter la crise que tout le monde vivait en direct, de pouvoir en fait se reconcentrer sur leur métier de prêteur et bien sûr de maintenir l'ensemble des activités comme toutes les entreprises ont dû faire face avec une mise en place entre autres ultra rapide du télétravail pour l'ensemble des collaborateurs des banques. Donc l'exercice a eu lieu en 2021, malgré la continuité de la crise, puisque le fait de le postponer encore aurait renvoyé un message négatif sur les marchés. Ça aurait laissé en fait les investisseurs aveugles quant à la capacité des banques de résister au stress, et en l'occurrence au stress de Covid. D'où le dernier point en fait sur les évolutions réglementaires sur les stress, la mise en place de nouveaux scénarios, bien évidemment le scénario Covid. Donc qui consistait à des taux durablement bas et associés à des contradictions économiques. Mais alors du coup, quels ont été les résultats des stress Covid qui ont eu en 2021, c'est ça ? Exactement. Alors, les stress Covid, il faut savoir qu'ils avaient un niveau de sévérité beaucoup plus sévère que les précédents scénarios de stress. Parce qu'ils connaissaient déjà les effets du Covid, donc ils ont, j'imagine, modélisé des situations plus dramatiques. Alors, en effet, c'est extrêmement compliqué d'aller définir les scénarios de stress. Donc, c'est l'EBA, en anglais, qui a en charge en fait de suivre et de superviser tous ces scénarios de stress, donc c'est l'autorité bancaire européenne. La difficulté de faire un scénario pas assez sévère ou trop sévère, c'est de baisser la crédibilité de ce scénario. S'il n'est pas assez sévère, il n'est pas crédible. S'il est trop sévère, il va inquiéter en fait les investisseurs puisque tout le monde va avoir de mauvais résultats. On ne va pas faire passer un test de CM2 à quelqu'un qui est en CP ou des choses comme ça. Il faut des choses qui soient adaptées au niveau qu'on le rencontre. Il y a quand même une stratégie de communication aussi dans les stress tests finalement. Les stress tests, c'est ce que le BA en fait a dit aux résultats des stress Covid, qui se sont, comme ils étaient beaucoup plus sévères, les banques ont montré des résultats moins bons que les précédentes années. On sait par exemple que le Crédit Agricole, lui, a plutôt bien réagi, a montré des résultats assez bons et meilleurs que ses acolytes de la BNP ou de la Société Générale. Donc le Crédit Agricole était supérieur en fait aux résultats qui étaient communiqués en moyenne. Donc on parle sur la moyenne des 50 banques qui sont onboardées dans cet exercice. Par exemple, si on compare par rapport à 2018, il y a une baisse de 485 points de base
du ratio de fonds propres, le core tier 1, donnant une moyenne à 10,2% pour la fin 2023. Le Crédit Agricole lui a affiché un résultat à 10,61, donc légèrement au-dessus, enfin pas légèrement, au-dessus de la moyenne, tandis que la BNP et la Société Générale, eux, étaient en deçà de la moyenne, oscillant autour des 7,5 à plus de 8%. Ça, c'est parce que le Crédit Agricole a mieux géré. C'est des prises de position. Alors là, je ne saurais pas détailler les résultats de la Société Générale et de la BNP. Un stress test, en fait, c'est on simule une situation marché qui a été communiquée dans les exercices définis par le BA et on va revaloriser l'ensemble de nos positions et on va analyser les résultats. Donc je ne saurais pas dire en détail d'où viennent le différentiel exactement, mais on va dire que ces indicateurs sont un indicateur de santé, de solidité des banques face à une crise financière. Mais telle qu'est définie une simulation. On reste sur une simulation. Ça, c'est important de le savoir. Le BA a bien précisé que c'était ni un échec, ni un succès, les résultats de ces stress tests, fonction qu'on soit supérieur ou inférieur à la moyenne ou au ratio demandé. Ce qu'elle dit, c'est que ces stress tests, en fait, sont utilisés pour des discussions comme point de départ avec les régulateurs et ajuster la réglementation. Donc ce sont des informations supplémentaires prises en compte, bien évidemment pour afficher la solidité de l'entreprise, mais de la banque. Mais on est sur une simulation, mais pour définir et faire évoluer les réglementations en fonction de ces résultats et en fonction du niveau de résistance des banques et du niveau de fonds propres qu'on va leur demander d'avoir. Et du coup, au niveau de l'organisation des banques, est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, les banques sont impactées dans leurs organisations. On a pu lire dans l'actualité que le Crédit Agricole et la BNP ont cessé leurs activités en Russie dès mars 2022. Ce qui a mis une certaine pression également à la Société Générale. La Société Générale est beaucoup plus représentée en Russie que la BNP et le Crédit Agricole, enfin l'était beaucoup plus, au travers de sa filiale qui contenait plus de 2 millions de clients. Donc la Société Générale a annoncé beaucoup plus récemment, en avril 2022, avoir signé un contrat pour céder son activité en Russie à l'ancien actionnaire de sa filiale. Donc ça, bien évidemment, ça impacte de façon très directe l'organisation des banques. Mais de façon beaucoup moins visible, les banques ont également dû agir techniquement parlant pour isoler, j'entends bien techniquement parlant, les filiales en Ukraine, entre autres, mais dans les zones sensibles, au sein du groupe pour éviter tout risque systémique au sein de leur propre groupe. Donc ça, c'est un impact organisationnel et technique, puisque ça demande une réactivité assez élevée, dans un but vraiment de minimiser les risques pour l'ensemble du groupe, que ça puisse s'étendre en fait jusqu'à chez nous, j'ai envie de dire. Et ça, tu penses qu'ils ont pu anticiper un peu en avance quand même je parle par exemple de la Société Générale parce que ça a dû leur coûter énormément d'argent aussi de devoir se séparer d'une de leurs filiales, enfin de céder une de leurs filiales. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont pu anticiper ? Est-ce que... Alors, c'est contre toute attente, en fait, la société, contre toute attente à titre plus personnel, en fait, la Société Générale affiche que ça a un impact que de 20 BP, en fait, sur ce ratio de capitaux de fonds propres, sachant que ce ratio, en fait, il l'affiche à 470 points de base au-dessus de ce qui est exigé. Donc j'ai envie de dire que quand on le réduit de 20 points de base par rapport à la marge de 470 qu'on peut avoir, on garde une solidité financière très élevée et on rassure de fait tous les investisseurs et les clients de la place. Donc là-dessus, la Société Générale avait communiqué sur son site. Maintenant, est-ce que c'est prévisible ? Cette guerre, elle dure, on la suit tous les jours dans les médias, tous avec l'actualité qui évolue au fil des jours et même, j'ai envie de dire, au fil des heures. Est-ce qu'on pouvait prédire une situation telle qu'elle est
totalement aujourd'hui, à savoir également un risque de guerre nucléaire, même si je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je pense que c'est compliqué. On en a parlé tout à l'heure du prédictif. Le risque existe. On savait qu'il existe. Ce n'est pas une crise qui est nouvelle, ce n'est pas une nouvelle tension. Par contre, c'est une situation qui a pris des proportions qui n'étaient pas prévu, on va dire, plus niveau européen. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils avaient beaucoup plus pointé du doigt, en fait, une escalade de la situation que nous ne l'avons fait. Maintenant, c'est toute la difficulté, c'est où est-ce qu'on se positionne dans les différentes estimations du futur qui sont faites et est-ce qu'on a la bonne ou justement, est-ce qu'on a minimisé nos risques. On parlait de finalement les impacts techniques avec l'isolation de certaines filiales de façon très opérationnelle et dans notre travail à nous également au quotidien. Si on intervient en gestion de projet ou si on intervient au sein des départements risques, ce qu'on peut observer aussi, ce sont des mises en suspension, des décalages, ce qu'on va appeler de déploiement de fixe ou d'upgrade de systèmes d'information au service, entre autres, des risques, de la valorisation, etc., qui sont mis en suspens tant que la situation est très volatile, très inconnue sur un laps de temps de plusieurs jours. Donc les banques doivent maintenir leurs activités et leurs activités de monitoring, donc de contrôle et de certification de l'ensemble des métriques de risque au jour le jour, sans aucune exception possible. Pour ce faire, elles doivent stabiliser et fiabiliser leur système d'information. Donc quand il y a des situations particulièrement volatiles, inconnues ou à risque à certaines dates, en effet, les départements font le choix de suspendre des upgrades de systèmes d'information pour parler de façon la plus claire possible sans rentrer trop dans le détail. Et ça, ce sont des impacts IT opérationnels en direct qui, de fait, impactent les équipes métiers qui sont en attente, par exemple, d'un bug de valorisation sur certains produits et qui complexifient, en fait, leur monitoring des risques et des résultats de la banque tant que ce bug fixe n'est pas déployé en production. Et du coup, est-ce que ces crises ont eu un impact sur les équipes risques de façon organisationnelle ou est-ce qu'il y a eu un impact quelconque sur ces équipes-là ? Alors, les BFI et les départements risques ont fait face aux mêmes difficultés que toutes les sociétés. Les banques subissent, tout comme toutes les sociétés, en effet, post-Covid, avec un moral en berne des effectifs qu'on voit. Il y a eu un confinement qui a été long, qui a pesé sur le moral, qui a demandé énormément d'efforts et d'adaptation de l'ensemble des équipes. Elles se sont beaucoup données, en fait, pour maintenir les activités comme dans un contexte hors confinement. Et elles ont besoin, quelque part, de retrouver des ressources. Alors là, on leur demande, en fait, la crise Covid n'est pas terminée. Il y a la crise en Ukraine. On leur demande de garder une même intensité d'investissement. Et il n'y a pas de récupération, finalement, des effectifs. Ça, on l'observe absolument dans tous les secteurs. On observe également un turnover intensifié qui s'explique par le fait que pendant 2 ans, les effectifs n'ont pas bougé. En 2020 et en 2021, quasiment le marché de l'emploi et donc de la mobilité était assez gelé de fait. Et les personnes qui avaient prévu de bouger en 2020 et en 2021 se rattrapent en 2022-2023, plus le turnover très naturel, en fait, des gens qui devaient arriver en mobilité dès 2022. Donc on observe également un turnover assez intense des équipes, ce qui rend la tâche encore plus difficile, finalement, pour ceux qui sont là en fil rouge, puisqu'ils doivent faire les passations, les recouvrements. Quand un nouvel arrivant arrive, on dit qu'il faut 6 mois pour être totalement autonome, mais qu'il y a globalement 3 mois de formation sur une prise de poste. Et au niveau des investisseurs, est-ce qu'il y a eu un impact aussi sur le taux d'investissement, par exemple ? Est-ce qu'il y en a qui ont reculé ? Comment ça s'est passé ? Alors, par rapport au marché, les banques ont affiché d'excellents résultats.
Donc ce qui rassure totalement en fait les investisseurs sur les marchés. Bien évidemment, on a parlé des records en fait du taux d'inflation, d'une flambée en fait du prix des matières premières. Donc les positions sur le marché changent. Par contre, les communications en fait sur les résultats de ces BFI rassurent bien évidemment grandement leurs clients. Est-ce que toi, dans ton métier de consultante, ça a impacté ton quotidien, que ce soit la crise du Covid, alors évidemment il y a eu les confinements, donc ça, on a tous été impactés, ou la crise ukrainienne, est-ce que toi tu ressens que ça t'a impacté dans tes tâches quotidiennes ou dans ce que tu dois faire en tant que consultante ? Alors, en tant que consultante, je dirais que je suis impactée par rapport au sujet de ma mission et par rapport à l'adaptabilité qu'il faut avoir suite aux situations qui changent. Moi, j'interviens en gestion de projet dans un monde risque marché. Donc, par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur le fait de décaler en fait des déploiements de fixe, ce sont des exemples que j'ai pu observer en direct. Mais là où j'ai été finalement le plus impactée, c'est en tant que responsable d'une équipe de consultants où il faut être beaucoup plus présent dans un secteur, dans un environnement qui nous impose une distance sociale beaucoup plus forte. Donc c'est assez paradoxal, mais il y a un besoin finalement de rassurer nos consultants, de rassurer en fait les équipes, aussi d'écouter et de les accompagner dans cette période qui est difficile pour tout le monde et de savoir s'adapter et proposer des solutions aux différentes situations personnelles et professionnelles qu'ils ont pu rencontrer. Eh bien écoute, merci Laetitia d'avoir participé à ce nouvel épisode. Puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte. Avec plaisir, merci à toi pour toutes tes questions très pertinentes et à bientôt. À bientôt. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.